Nous sommes prêts. Hier, nous avons pu, grâce à la motion déposée par l'opposition officielle, déposée par notre leader au nom de l'opposition officielle, obtenir un débat d'urgence sur tout ce qui se passe, tous les cas qui ressortent en protection de la jeunesse au Québec, qui fait suite à Cité des Prairies, aux nombreux cas en Montérégie également, qui se multiplient, qui fait suite à la Mauricie, la mise sur tutelle, le congédiement de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, qui avait été nommée 2 fois plutôt qu'une par l'actuel ministre Lionel Carman, qui, selon nous, ne fait pas du tout son travail, qui est toujours en réaction, toujours en indignation, puis toujours à demander des enquêtes policières. Mais il fait quoi, lui? Il a fait quoi pendant 6 ans? Hier, on a déposé, entre autres, une motion toute simple qui visait à reconnaître les problèmes majeurs dans la protection de la jeunesse au Québec et qui concluait en demandant que les recommandations phares de la Commission Laurent sont importantes et doivent être adoptées dans les meilleurs délais. On peut voir que ce n'est même pas la majorité de ces recommandations-là qui ont été au total adoptées. La motion a été refusée par la coalition Avenir Québec. Alors, quand on se demande où sont les causes de tous ces événements excessivement troublants où nos jeunes vulnérables ne sont pas pris en charge, et pire, qu'on vient les mettre dans des contextes, des situations tout à fait inacceptables, bien, la CAQ a refusé d'accueillir notre motion hier qui demandait la mise en place des recommandations de la Commission Laurent. Au Parti libéral du Québec, la protection de la jeunesse, c'est une priorité. On ne lâchera pas le morceau, puis on va déposer aujourd'hui une nouvelle approche, et je vais laisser notre leader vous en parler. Merci, Marc. Écoutez, à la suite du débat d'urgence que nous avons obtenu hier, le 29 octobre, pour nous, aujourd'hui, c'est dans la continuité qu'on va s'inscrire et on va demander au gouvernement, via notre motion, qu'on va déposer aujourd'hui 3 éléments. Et permettez-moi de vous partager les 3 éléments parce que c'est sur ça qu'on va juger le gouvernement au courant des prochains jours. Le premier élément. Il est impératif d'opérer un changement de culture au sein de la protection de la jeunesse. Deuxième élément, réaliser des enquêtes ponctuelles. Le troisième élément, devancer l'échéancier et accélérer la mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent. Si la protection de la jeunesse québécoise est très importante pour ce gouvernement, on ne peut pas attendre 20 ans avant de commencer à voir le début des résultats. Il y a matière d'agir très rapidement. Le temps de l'indignation est révolu et dépassé. Je ne veux plus voir des ministres ou un Premier ministre fâché. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Le Premier ministre n'a pas arrêté de le dire. Jugez-moi sur les résultats. Bon, on va commencer à le juger sur les résultats en matière de la protection de la jeunesse québécoise. Merci. La nomination d'une nouvelle directrice nationale de protection de la jeunesse, Leslie Hill, pourrait permettre ce changement de culture? Écoutez, on va attendre la nomination qui, selon les informations, toucherait cette personne et aurait lieu donc au Conseil des ministres cet après-midi. Alors, on va attendre avant de commenter la personne qui sera effectivement confirmée. Ceci dit, on l'a vu, là, aussi compétente, aussi connectée soit cette personne, si le ministre ne prend pas ses responsabilités, si le ministre, qui lui-même a commencé à avouer qu'il l'avait échappé, qui n'était pas autour de la table comme il le faisait, pourquoi il a arrêté d'aller une fois par mois voir la Direction nationale de la protection de la jeunesse? Pourquoi il s'est un peu désincarné de son dossier? On dirait que pour Lionel Carman, malheureusement, il est dans sa 7e année. On dirait que c'est un peu, malheureusement, ronron, petit patapon pour ce ministre qui se déresponsabilise et ne peut pas s'indigner puis demander des enquêtes de police. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? On veut qu'il soit proactif et en amont. Mais ce soit quelqu'un qui est commissaire à la Commission Laurent, est-ce que ça vous donne confiance? Le cas échéant, ce serait, je pense, une bonne nouvelle. Mais sur le fond, et quant à la candidature très précise, cette personne-là semble être tout à fait connectée, mais je vais attendre pour aller plus avant l'officialisation. Le ministre Carman, et vous l'avez entendu là, pendant à peu près 50 minutes là, lors du débat d'urgence. Êtes-vous plus convaincu ou moins convaincu? Pas plus convaincu du tout. Et quand François Legault, vous lui demandez, mais pourquoi Lionel Carman est toujours là? Il dit c'est un ami. Parmi les premiers éléments, il dit c'est un ami. C'est quoi cette histoire-là de garder un ministre qui est un ami? C'est-tu la même politique qu'il applique avec Éric Kerr?
Bien, Éric Kerr, ce qu'il avait dit, bien, il est là depuis longtemps, il était là depuis la Fondation, je ne le change pas de ministre. Des ministres qui sont là depuis 6 ans et que François Legault nous invite à juger sur les résultats, bien, qui applique sa politique, François Legault, puis qui les juge sur les échecs. Est-ce que la personne responsable de la DPJ peut demeurer sous-ministre? Est-ce que ce n'est pas un cas où on devrait justement s'assurer que la personne est plus indépendante pour pouvoir dire au ministre des choses qui pourraient déplaire? Tout à fait. La personne ne devrait pas être sous-ministre. Clairement. Une agence, une commissaire, bien, comme ça, il y en a. Il faudrait trouver la façon de faire, mais elle doit obtenir son indépendance. Et en ce sens-là, ne devrait pas être sous-ministre. Tout à fait. Une nomination aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Ça pourrait être un élément de réflexion. Je vous avoue qu'on pourrait vous revenir là-dessus. Mais effectivement, c'est un poste tellement névralgique. On pourrait vous revenir là-dessus, mais je pense que ce serait pleinement justifié. On nomme aux 2/3 les commissaires à la Commission d'accès à l'information. Puis on en nomme beaucoup des gens aux 2/3, des postes importants. Mais l'importance toute particulière de la direction nationale de la protection de la jeunesse pourrait effectivement être un élément de réflexion. Donc, même la nouvelle directrice, elle n'aura pas l'indépendance requise, vous trouvez, pour pouvoir évoquer des enjeux, des problèmes dans le réseau? Bien, je pense qu'au niveau des perceptions d'indépendance, le fait que cette personne-là soit également sous-ministre, je pense que ça n'a pas sa place. Je pense que la personne doit avoir l'entière indépendance dans les faits et dans les perceptions également, c'est important. Et aussi, une fois qu'on a dit ça, le ministre, qu'il se disait hier, moi je suis ministre responsable des services sociaux, bien, il est où sa responsabilité là-dedans? Il est responsable de quoi, le ministre? Le ministre, là, puis c'est pas tellement son mea culpa qui nous intéresse, mais qu'est-ce qui va changer à part de dire que je vais être là dorénavant, une fois par mois autour de la table? Le ministre il est allé faire une visite, entre autres, au centre Mont-Saint-Antoine. Je pense que c'est ça le nom. Mont-Saint-Antoine, puis il y a un rapport de la commission de la CDPDJ, Commission des droits de la personne et de la jeunesse, sur la vétusté de ce centre d'hébergement-là, 150 places. La CDPJ n'a pas encore déposé son rapport. Le ministre Carman il est allé visiter, puis il a dit, bien pour moi, ils n'ont pas besoin de déménager. Pour moi, on devrait faire des travaux. Il n'y a pas question qui attendent le rapport de la commission de la CDPDJ. Et s'il faut les déménager, il faut les déménager. Ça fait penser à Bernard Drainville qui visitait les écoles puis qui dit « Ah, bien écoutez, le toit ne tombe pas sur la tête, là. C'est pas vétuste, on ne va pas investir. » Pendant l'investissement, il y a un sondage ce matin qui est présenté par Cogeco Média qui dit que 59% des gens au Québec trouvent qu'on n'investit pas suffisamment dans les routes en général, que ce soit à Montréal, sur la couronne nord, la couronne sud. Il n'y a pas suffisamment d'argent qui est investi sur des routes du Québec en ce moment. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le sondage? Bien, on le voit dans les enjeux majeurs quant au maintien de la qualité de nos routes. Il faut que le gouvernement ait un plan en ce sens-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai une préoccupation comme usager, comme payeur de taxes, comme citoyen, sur les sommes qui sont effectivement dépensées. Parce que c'est beau budgéter, ça, c'est une chose, et effectivement dépenser sur des travaux de maintien. Puis, encore une fois, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez payer beaucoup plus cher plus tard. Alors, je ne sais pas si tu veux, oui, compléter, je t'en prie. C'est dans le même sens que Marc. Souvenez-vous, il y a 1 an, la vérificatrice générale a lancé un rapport. Nous avons fait des demandes pour voir l'état d'avancement. On en sommes toujours en attente, mais la plupart des demandes de la vérificatrice générale, une bonne partie, c'est même pas encore commencé. Donc, déjà, il y a un problème au niveau de la façon avec laquelle le ministère du Transport lui-même classe l'état des routes, classe l'état des infrastructures, et vous avez raison de dire qu'il y a un autre élément qui se rajoute, c'est le manque de financement adéquat. Il y a une autre partie du sondage qui dit que 54% des gens sont en désaccord avec l'interdiction de la vente de véhicules à essence à compter de 2035. Est-ce qu'on va trop vite? Écoutez, au niveau des véhicules à essence, je pense que là où on est présentement, le virage a été entamé par rapport aux voitures électriques, mais on voit encore une fois le ralentissement des investissements, le fait d'encourager les gens à faire le choix de passer d'une voiture à essence à voiture électrique. Et on voit l'ensemble des constructeurs à l'échelle planétaire qui eux-mêmes se désengagent. Regardez Volkswagen, regardez, il y a d'autres marques de voitures aussi, que l'offre actuelle, est-ce qu'il va être assez, surtout en termes de voitures électriques, pour aider les gens à faire le changement? Est-ce que ça veut dire qu'on va trop vite ou pas? Moi, je pense que oui, on va trop vite.
Le Musée national de l'histoire, on est en période de restriction budgétaire. Le gouvernement va nommer le PDG. Je ne vous demande pas de commenter la nomination, vous allez me dire que ce n'est pas fait. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans la direction d'investir de l'argent dans le Musée national de l'histoire? Je pense que c'est important. Notre histoire nationale, nos musées, c'est important. Ils étaient partis pour faire ça de façon tout croche avec les espaces bleus. Ils ont reculé. Les espaces bleus, on a gaspillé de la salive sur les espaces bleus alors qu'on disait dès le départ que ce n'était pas réaliste. Je pense que c'est important d'investir intelligemment et je pense que c'est une bonne chose, donc, d'investir là-dedans. Évidemment, chaque dollar public qu'on va chercher dans les poches des contribuables, il faut s'assurer de le maximiser. Juste une question, excuse-moi, je veux juste compléter avec M. Déragi. Vous dites qu'on va trop vite par rapport à l'objectif de 2035. Quel serait le bon objectif, à votre avis? Bien, écoutez, c'est clair que, premièrement, avant d'avoir un objectif réaliste, il faut faire un état des lieux. Je peux juste vous parler de l'électrification des transports. Écoutez, là, vous m'avez vu parler des bus qui nous coûtent dans les 3-4 millions de dollars là, pour électrifier tout ce qui touche le transport. Là, oubliez les voitures. Transport, on l'a dit, c'est le transport, l'élément central au niveau des GES. Mais on n'a pas l'argent pour ces 15 milliards. Quand on demande à la ministre combien ils ont sur la table, c'est même pas 4-5 milliards. Donc, ça nous prend des garages pour les autobus, ça nous prend l'achat des autobus. Et vous savez quoi, l'élément le plus important, il faut que ceux avec qui il travaille le gouvernement, ceux qui sont sur le territoire québécois et canadien, puissent livrer des autobus électriques. Okay, mais c'est parce que pour revenir sur l'objectif de 2035, vous dites qu'on va trop vite, là. C'est vous qui le dites, pas moi. Vous dites qu'on va trop vite. Alors, vous proposez quoi? Il faut revoir cette cible-là? Il faut absolument être réaliste, ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut être réaliste, parce que continuer à avoir un objectif qui est irréaliste, c'est vendre du vent aux gens. Ce qu'on dit aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a des enjeux par rapport à la perception, il y a le coût, il y a d'autres éléments à prendre en considération. On ne va pas être bruyant ce matin. Ce qu'on demande, c'est avoir un plan clair si vraiment l'objectif de 2035 et c'est ce qu'on souhaite atteindre. Dans 12 ans, on va revoir la cible de 2035. M. Tanguay, peut-être là-dessus? Exactement d'accord avec notre leader. Il faut être réaliste. On vient de parler au cas du public, de dire l'électrification des transports en commun. Il faut être réaliste. Est-ce que c'est faisable avec le coût des autobus, plusieurs millions? Même chose, là, je transpose cette même logique-là au niveau des particuliers. Quel est le coût aujourd'hui pour acheter un véhicule électrique? Quelle est la concurrence? Comment on peut dire aux gens, bien là, vous avez besoin de vous enligner puis de nous faire collectivement atteindre notre objectif? Ça prend un état des lieux. Et je terminerai là-dessus. J'espère que le gouvernement n'attend pas après Nordvolt pour nous aider à réaliser ça. Comment on peut y arriver? Parce qu'il faut quand même dire aux gens, voici, vous n'avez pas le choix. Il faut tous changer, sinon on va repousser la cible de façon éternelle. Mais ce n'est pas juste au gouvernement, dans sa tour d'ivoire, de dire la cible, c'est ça, il faut tout changer. Le gouvernement doit faire un état des lieux sur, effectivement, quel est le marché, quelle est la capacité de payer des citoyens et citoyennes quand on regarde là, les différents budgets, et lui-même d'évaluer si sa cible, elle est réaliste. Au niveau public, c'est le même exercice qui se fait. Et en ce sens-là, on peut dire, bien écoutez, si ce n'est pas réaliste, on va arrêter de s'entêter sur une cible de 2035. Jamais des autos électriques. Ouais, mais est-ce que c'est long à voir une voiture électrique, là, même ceux qui pensent savoir encore la subvention pour descendre à plein montant. C'est un excellent point. Et gardez en tête l'élection américaine. On fera quoi avec BYD? On fera quoi avec les voitures électriques fabriquées en Chine? Il y a tellement de paramètres qu'aujourd'hui, c'est utopique de dire que l'objectif il est réaliste. L'objectif devient de plus en plus irréaliste parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'élection américaine. On ne sait pas c'est quoi les droits de douane imposés, qui seront imposés aux voitures électriques fabriquées en Chine. Et on voit malheureusement le rêve vendu par François Legault est en train de partir. On nous a vendu qu'on va avoir des batteries made in Québec et ça va faciliter l'acquisition des voitures électriques pour les Québécoises. Donc, on voit ce qui se passe avec Nordvolt. Déjà, un processus de liquidation de Nordvolt à Silicon Valley. Il a été presque vendu. Nordvolt au Québec, l'avenir incertain. Est-ce qu'on va avoir des voitures électriques où la batterie est faite au Québec ou au Canada ou aux États-Unis? On ne le sait pas encore. Et moi, la question qui demeure, les Chinois, et je vous invite à lire la déclaration du PDG de Ford, les Chinois sont à des années-lumière en matière d'innovation, en matière de voitures électriques. Mais si Trump impose ce qu'il a dit publiquement,
c'est sûr qu'il y aura un impact sur le marché des voitures électriques, pas uniquement au niveau du Québec, mais au niveau mondial. Monsieur Tanguy, vous avez parlé de l'utilisation des fonds publics. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de Santé Québec qui offre une espèce de double promotion aux fonctionnaires qui proviennent du ministère de la Santé, de sorte que leur salaire va augmenter de 10 %. Là, vous venez de mettre 25 cents dans le jukebox. Là, je vais me faire partir. C'est inacceptable. Christian Dubé doit stopper ça, ce bar ouvert-là, cette double promotion-là, ce détournement, contournement de la loi. Semble-t-il, Santé Québec, c'était pour nous faire sauver de l'argent puis d'avoir des gains d'efficacité. On recrute le même monde dans la machine puis on lui donne 10 % de plus, grosso modo. Clairement, Christian Dubé doit faire marche arrière. Doit faire marche arrière. Écoutez, c'est injustifiable. C'est le même monde qu'on engage pour faire substantiellement la même job. Alors, allô, Santé Québec. Ça, là, quand on vous dit là, de la saine gestion des fonds publics, c'est un autre exemple de mal-gestion des fonds publics. Vous permettez un petit dernier 25 cents dans le jukebox, mais est-ce que vous avez maté les séditieux, finalement, dans votre caucus? Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous répondre? Est-ce que vous pensez maintenant avoir obtenu la loi du silence de la part de Tout va très bien. Non. Ce que je vous dirais, ce que je réponds depuis toujours, en fait, c'est que ça participe de discussions de caucus qui vont rester à l'intérieur du caucus. Si le Congrès des membres prend une position sur le sujet, est-ce que le caucus va revoir la sienne? Il y a déjà la commission politique, vous avez vu la déclaration commune, la commission politique s'est engagée dans une réflexion. En lien. De la commission politique. Bien, le cahier des propositions sera rendu public ou est déjà rendu public et on va parler d'éducation, mais on va parler également de d'autres enjeux. Mais s'il n'est pas prévu que ce soit un élément. Bien, la commission politique a décidé d'obtenir une voie où il y aura consultation, il y aura un travail militant de fond en comble qui va être fait et il y a un rapport qui sera déposé là-dessus. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ah, bien, je ne veux pas préjuger. Techniquement, oui. Bon, oui, techniquement, oui. Comme dans tous les assemblées délibérantes, le cas de Morin. De ce que vous savez, ce ne sera pas abordé au Congrès des membres. Je n'ai pas d'indication à cet effet-là. Vous, M. Tanguy, vous allez être candidat en 2026. Oui. Vous n'avez pas peur que vous mettez à dos les prochains chefs? Pourquoi? Là, vous allez m'expliquer ça. Là. Ben non, mais je sais pas. Vous prenez des décisions de caucus qui semblent faire réagir M. Coderre, M. Beauchemin. Bien, c'est normal que les candidats à la chefferie réagissent. Je veux dire, j'espère qu'ils réagissent parce qu'ils sont candidats. Ils réagissent parce qu'ils sont choqués que le caucus ait pris autant de liberté en adoptant des propositions. Ça leur appartient. Les membres vont juger. Ça leur appartient. Les membres vont juger. Moi, vous savez, comme chef intérimaire, on va me juger. Y a-tu fait une bonne job ou une pas bonne job? Y a-tu essayé de garder la cohésion? Est-ce qu'il a réussi de garder la cohésion? Les gens me jugeront. Ceci dit, moi, au lendemain de la course à la chefferie, le chef décidera quelles seront mes responsabilités, puis les responsabilités de tout le monde autour de la table. Et c'est cette personne-là qui va signer les bulletins de mise en candidature et qui va aller recruter les autres candidats pour compléter les 125 comtés. Alors, en ce sens-là, nous, on va être unis derrière notre chef, puis c'est les membres qui auront décidé. Puis, je le sais que vous avez hâte là, que ça commence là, avec les débats nationaux. Nous autres aussi, on a hâte. Puis, il va y avoir des beaux débats. Puis, tous ces sujets-là, juste terminer, tous ces sujets-là vont être abordés. Quand vous constatez qu'il y a plusieurs députés de votre caucus qui ne sont pas d'accord avec la décision que vous avez prise, des gens qui sont allés sur X, M. Beauchemin qui s'est inscrit en faux là-dessus, etc. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi à garder la cohésion, comme vous dites? C'est mon objectif et je vais poursuivre sur cette lancée-là et les discussions de caucus resteront confidentielles. Je ne me mettrai pas de note. B peut faire mieux, A peut faire mieux. Je ne me mettrai pas de note. Je vais vous laisser ça à la fin de la session parlementaire. Vous me donnerez une note. Ça m'intéresse davantage que celle que je me donnerai. Vous êtes en amélioration permanente? On est toujours, j'espère, en amélioration permanente. On se lève le matin en disant « Que pourrais-je faire de mieux ce matin? » Hein? Juste une dernière question, mais vous dites donc qu'il attend le rapport. On a connaissance que le rapport de la CDPDJ demande la fermeture puis le transfert des enfants. Donc, selon vous, est-ce que ça devrait être fait? Si le rapport, parce que le rapport, selon les indications, n'est toujours pas public. Non, c'est ça. C'est ça. Mais on rapportait ce matin que la recommandation serait à l'effet de déplacer les enfants. Okay. Moi, je pense qu'on va lire le rapport. Et si d'aventure, c'est ce qui est proposé, il faut le faire. Il y a une éducatrice qui dit
là, que les douches Exact. sont insalubres. Moi, je ne prendrais pas ma douche ici. Ouais, le ministre, lui, il prendrait sa douche là. Ça vous dit quoi? Que le ministre n'a pas de considération à l'endroit des enfants? Bien, il fait très peu de cas de la qualité des services qui sont offerts et des soins qui sont offerts à des jeunes vulnérables. Et peut-être que ça participe du problème qu'on vit au Québec depuis 6 ans. Juste sur le fait qu'on n'a aucune idée où est-ce qu'on pourrait déplacer 150 jeunes là, en réadaptation comme ça dit quoi du... Le ministre, je veux dire, le rapport a été demandé depuis plusieurs mois. Le ministre le sait que c'est une possibilité. Il a fait quoi pendant ces plusieurs mois-là? Le rapport n'est pas encore officiel, il reste encore du temps. Si c'est ce qui est recommandé parce que c'est insalubre, on va-tu garder des jeunes vulnérables insalubres parce que François Legault il a dilapidé les fonds publics? Non, c'est une priorité. Alors, c'est au ministre à trouver des solutions. J'espère. Mais là, ça regarde mal. J'espère qu'il a déjà commencé à utiliser ces nombreux mois-là, à trouver une solution, un plan B, s'il demande la relocalisation. Mais ça augure mal, parce qu'il est allé sur les lieux, puis un peu comme Bernard Drainville, les deux mains dans les poches. Regarde dans ça, le toit ne me tombe pas sur la tête. C'est correct. Une éducatrice dit, je ne prendrais pas ma douche ici. Ben non, je prendrais ma douche ici, moi. Voyons donc, c'est tout croche, ce gouvernement-là. About the new head of the Quebec Youth Services. Yes. What are your expectations since she will still be a deputy minister under Lionel Carman? So what is like her leverage to change things, to change the culture? I think that is it's about the appearance and in fact what is full independence. So being deputy minister, being sous-ministre at the same time for us, this is no longer acceptable. She must have in facts and in the perception 100% independence and not be legally linked to the minister. She must have full independence in fact and in appearance. So for us, it's no longer acceptable. And did you notice the letter that Mr. Duclos sent to Mr. Roberge on Francisation classes, saying that the federal government is providing funds, more than $700 million just for this year, and that should cover Francisation classes, so they don't understand why school service centers have to cut classes. Yes. So what do you make of this, like the fact that Duclos needs to write to Mr. Roberge? But I think that is right, and if my numbers are correct, for 2021, 22, and 23, the federal government sent to Quebec $730 million. For instance, francisation as well, the costs of the immigration here in Quebec. That being said, if it's a real priority for François Legault, francisation, I think that he should make sure that the public funds are well spent, but also to be there when more funds are required. Because, you know, the future of French in Quebec pass firstly and mostly by providing French classes to newcomers who want to learn French. And this should be a priority of this government. But he wasted money, and he no longer have money, and now he's even cutting in what should be a priority in Quebec, among other things, because he no longer have money. So I think that he's clueless today. François Legault is clueless with respect to the public fund. He doesn't have a clue about what he can do. And what should be a priority is setting this aside, saying that he will not add any additional money, which is a pity. Mr. Duraji, if I could ask you, there's a call to arm special constables in the Metro. Do you think this adding weapons and adding guns into the Metro system with these special constables will help decrease the violent events Montrealers have seen? The fact is that we have more problems now at our public transportation in Montreal. I think we should fix it, but I'm not sure if it's like the right way to do it. So we'll wait to see what they want to do inside with the STM. En français, on vient d'annoncer que la nomination, on vient d'annoncer, ça a été rapporté dans les médias que le gouvernement va nommer Leslie Hill comme nouvelle directrice nationale de la DPJ. C'est une madame là, qui vient de la direction régionale centre-sud de Montréal. Que ce soit quelqu'un du système actuel qui soit nommé, pensez-vous que c'est une bonne chose? Je vais répondre à votre question dans un deuxième temps. Dans un premier temps, évidemment, plus formellement, on va vous revenir quand ce sera officialisé. Mais sur cette personne, Mme Hill, c'est une personne très compétente, qui connaît le réseau. Et le cas échéant,
je pense que ce serait une bonne nomination. Ceci dit, pour aller plus à fond, on va attendre. Il y a des personnes qui sont dans le réseau, qui connaissent le réseau, elles participent de cela. Il faut s'assurer, après ça, c'est pas tout de la nommer. Hein? Comme je veux dire, il faut lui donner les moyens qu'elle demandera. Il faut que le ministre s'intéresse à ce qu'elle fait à tous les jours. Et le ministre doit être là en amont à travailler avec elle pour attaquer les sources des problèmes dont on voit les résultats qui met à mal nos jeunes les plus vulnérables. Alors, ce n'est pas juste de nommer une bonne personne, mais c'est de s'assurer qu'on est en l'action. On n'est pas juste dans l'indignation comme Lionel Carman nous l'a appris depuis 6 ans. Merci. Good morning. Because Mr. Legault discussed the American elections yesterday and that he was concerned that both candidates, Mr. Trump and Harris, have protectionist policies. Are the Liberals, are you observing what's happening there? And do you have similar concerns to the effects of protectionism on the Quebec economy? Of course. We Liberals, of course, the economy is an important part, is a central part of our political action. So that being said, we have a lot of preoccupation about the end result of this election. And again, regardless of who potentially will win this election, they'll have very, very important discussion with respect to the free trade agreements. And Quebec has an important role to play within the Canadian Federation to make sure that our economy will stay strong. And we will continue to develop economic links with the United States. But of course, it's preoccupying for us. Is the fact that Mr. Legault is going to Washington in early 2025, is that a helpful move to talk to business leaders and mayors? Sure. I think that it's important for the Quebec Premier to be proactive, and we welcome that decision. That being said, we have to continue to enhance our relationship with the United States, make sure that Quebec will have a strong potential of economical development, and I think that it's an important fact for the Prime Minister to be personally involved in these important relationships. Merci.